l'histoire moi que je viens vous raconter aujourd'hui, c'est celle de celui qu'on appelle aujourd'hui au Maroc, en Afrique du Nord, Moulay Idriss. Donc Idriss était un des arrière-petits-fils du prophète Mohammed, et dans la péninsule arabique, il y avait une forme de répression contre des personnes en fait qui pensaient que c'était nécessaire de combattre un pouvoir tyrannique, à savoir celui de certains califes et de certains empereurs, si on pourrait les appeler comme ça, surtout pendant la période abbasside. Donc le cas d'Idriss au 8e siècle, il fuit la péninsule arabique, il fuit les répressions contre son groupe, en fait, contre les personnes qui ont souhaité se battre contre le pouvoir tyrannique en place à ce moment-là. Et il fuit en passant par l'Égypte, par la Tunisie également, pour arriver dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc. Et là, ils vont à la rencontre d'une tribu qui s'appelle les tribus des Aouraba, qui est une tribu berbère. Et de là, il y a un mariage qui se fait entre la princesse berbère Kenza, donc Lella Kenza, et Idriss. De là, la tribu berbère va prêter allégeance à cet homme-là. Il va donc être une forme d'émir, si on peut appeler ça comme ça. Sauf que cela ne plaît pas au pouvoir central de Bagdad, qui voit là une forme de concurrence à son pouvoir, et qui surtout comprend que si Idriss commence à prendre pied de façon ferme en Afrique du Nord, ça pourrait être dangereux pour lui. Donc il envoie un dénommé Shammar, qui l'assassine en l'empoisonnant. Donc Idriss meurt en même pas 2 ans de présence et de pouvoir étatique, on va dire entre guillemets, avec la tribu d'Aouraba en Afrique du Nord. Mais Lella Kenza était enceinte et elle va donner naissance à Idriss Ben Idriss, qui est le personnage qui va qui va maintenir, si vous voulez, entre guillemets, cette dynastie berbéro-arabe qui est au Maroc jusqu'à l'heure actuelle. Je voulais revenir là-dessus parce que c'est un point historique peu connu par nous-mêmes, en fait, par les communautés d'origine nord-africaine en France, et qui amène à des malentendus sur l'histoire. Donc l'histoire arabe en Afrique du Nord, il y a la facette conquête, notamment par Othman ibn Affan au 7e siècle, qui envoie les armées pour essayer de conquérir l'Afrique du Nord de façon cruelle, avec des armées impérialistes qui tuent sur son chemin, qui est donc une conquête éminemment condamnable. Et puis une autre partie arabe aussi de celui qu'on appelle Moulay Idriss actuellement au Maroc, et qui est le fruit en fait d'une alliance berbéro-arabe. Et cette alliance-là amène à notre identité qui est aujourd'hui, pour tout Nord-Africain presque, berbéro-arabe, du moins en tout cas avec une influence arabe et un métissage arabe. On fait un grand saut dans l'histoire. On arrive là au XXe siècle, c'est celui de Mehdi Ben Barka, paix à son âme, donc, qui était un militant marocain, tiers-mondiste, éminemment nord-africain et même panafricain à mon sens, qui a fait partie de ceux qui étaient étudiants à Alger. Donc pour un Marocain déjà c'est assez intéressant, qui avait cette vision de libération et libératrice de l'Afrique du Nord face à l'oppression coloniale française, et qui à la fin de ses études en Algérie, revient au Maroc et va faire partie de ceux qui vont créer le parti Istiqlal, donc le parti de l'indépendance marocaine, et qui en 1944 va faire partie de ceux qui vont signer la volonté d'indépendance marocaine en 1944, ce qui va lui valoir un an de prison d'ailleurs. Par la suite, le général Join, le général français en charge des affaires au Maroc, bon bref, va le qualifier d'ennemi numéro 1 de la France au Maroc, donc il va avoir des problèmes par rapport à ça. Ensuite, il y a l'histoire de Mohamed V qui est exilé à Madagascar, donc c'est une autre longue histoire, je ne peux pas tout raconter en l'espace de quelques minutes, mais en tout cas, le point important là que je veux rappeler, c'est qu'il a fait partie de ceux qui ont eu une visée indépendantiste en Afrique du Nord, et qui, même plus loin que ça, à partir des années 50 là par contre,
va être opposant au roi Hassan II, qu'il qualifie lui-même de valet un peu du néocolonialisme et de l'impérialisme. Et de là, en fait, il va vouloir créer une espèce d'union avant l'heure, beaucoup plus d'union africaine déjà, mais même mondiale des trois continents, à savoir l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie, avec ce qu'il a voulu faire, mais qui n'a pas pu malheureusement, la conférence de la tricontinentale. Donc, il faut savoir que Mehdi Ben Barka, lorsqu'il s'exile du Maroc en tant qu'opposant, dans un premier temps, il va à Alger, il rencontre un monsieur qui vient de Guinée-Bissau, Amilcar Cabral, il rencontre Malcolm X, il rencontre Che Guevara, ce qui lui amène à des contacts assez forts avec ces grands personnages de l'histoire révolutionnaire mondiale africaine et latino-américaine. Et de là va se créer l'idée de faire une conférence qui s'appellera la conférence tricontinentale en 1966 pour unir en fait tous les peuples opprimés du monde, tous les peuples opprimés des pays du Sud, afin de combattre ce qu'ils appelaient à ce moment-là, ce que moi j'appelle toujours d'ailleurs, l'impérialisme et le néocolonialisme, en comprenant déjà que tout seul, enfin en tout cas par pays, la lutte contre l'impérialisme est presque une lutte inutile, qu'en fait il faut s'unir. C'est pour ça qu'il y aura des liens forts aussi avec Kwame Nkrumah du Ghana, avec l'Algérie aussi révolutionnaire, avec des pays d'Amérique latine, dont Cuba, et c'est justement Cuba qui va le soutenir matériellement, financièrement, pour mettre en place cette conférence. Sauf que entre-temps, les services occidentaux, les pays occidentaux comprennent très bien que ça peut amener à des problèmes pour ces mêmes pays, et que donc il va falloir arrêter d'une manière ou d'une autre, Mehdi Ben Barka. Et c'est là que lors d'un voyage à Paris pour rencontrer un réalisateur, il se fait enlever à la brasserie Lippe à Saint-Germain-des-Prés en octobre 1965, et de là son corps n'est jamais retrouvé. Moi, à mon sens, il a été assassiné, bien entendu. Ça fait 53 ans bientôt que cette affaire n'est pas close. Et j'imagine bien qu'aujourd'hui, Mehdi Ben Barka est décédé. Moi, je considère qu'il a été assassiné. Et je considère qu'il a été assassiné parce que justement, il avait cet objectif panafricain et même mondial d'union des peuples opprimés. Donc voilà, c'est la deuxième histoire que je voulais raconter. Pourquoi je voulais la raconter? Parce que c'est important aussi pour les jeunes issus des quartiers populaires, l'immigration postcoloniale nord-africaine, d'avoir des grands personnages comme Mehdi Ben Barka, comme rôle modèle, des personnes à qui ils peuvent s'identifier. Bien entendu, on a beaucoup de personnages liés à l'histoire révolutionnaire algérienne, et c'est une bonne chose, mais il faut aussi pousser ce thème-là pour mettre en avant tous les personnages révolutionnaires nord-africains que je considère comme panafricains, que ce soit Mehdi Ben Barka au Maroc, Ben Bella ou Abdou Médiane en Algérie, en Tunisie aussi, en Libye, aussi des grands personnages qui ont combattu la colonisation italienne. Donc voilà, c'est un personnage dont je voulais vous parler aujourd'hui. Mehdi Ben Barka, Mehdi Ben